Nous sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, des produits consommables, des cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour fidèles téléspectateurs de Mbondaya Ekolo, votre chaîne qui vous livre des vraies informations, des informations de base, des informations bien détaillées, bien nourries, très bien enrichies. Mesdames et messieurs, vous êtes là déjà branchés, fiable, une chaîne de professionnels, une chaîne qui est votre compagnie. Alors ce matin, dans notre débat sur cette chaîne, le débat politique, nous allons parler vraiment de la guerre dans l'est de notre pays. Mesdames et messieurs, cette guerre a fait beaucoup de morts, des milliers de morts. C'est une guerre qui vient de longtemps. C'est une guerre qui date de longtemps, une guerre qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de déplacés, même des blessés aussi. La guerre dans un pays ne peut pas construire, ne peut pas développer, ne peut rien faire, ne peut pas stabiliser un pays. La guerre dans un pays ne fera que du recul, n'amènera que du recul des rancunes et autres dans un pays. Et dans notre pays-là, nous avons une guerre qui fait bouger aussi le monde aujourd'hui. Une guerre qui n'est pas créée aujourd'hui, ou qui n'a pas encore commencé aujourd'hui, mais une guerre qui vient vraiment d'antan. Une guerre qui a commencé depuis que nous autres là, nous sommes nés. On est nés aujourd'hui, on entend parler de la guerre. Nos pères parlaient de la guerre. Je crois que nos enfants aussi qui viendront parleront de la guerre. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, sur Mbondaya Ekolo, nous avons choisi ce sujet pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, là, on va savoir les origines de la guerre, sa genèse vraiment. Qui est-ce qui a commencé cette guerre? Comment est-ce qu'il l'a fait? Pourquoi d'ailleurs il a conçu cette idée-là de créer une telle guerre dans un pays? Bon, je sais que si n'eût été cette guerre, notre pays se serait développé déjà. N'eût été cette guerre, on aurait peut-être une puissance africaine aujourd'hui. N'eût été cette guerre, l'Est de notre pays, Goma là-bas, serait une capitale des minerais, une capitale touristique, un lieu où devrait être de bonnes choses d'ailleurs. N'eût été cette guerre dans ce pays, on aurait des ingénieurs, on aurait des entreprises qui fabriquent des voitures et tout, parce que la guerre là-bas, je ne sais pas, mais ça fait pleurer. C'est la guerre qui est
causée peut-être par des minerais, peut-être par la conquête des pouvoirs, des terres et tout. Mais aujourd'hui, là, on va en parler. On va parler de cette guerre-là dans l'est de notre pays. Voilà donc, mesdames et messieurs, le sujet de notre débat de ce jour. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aussi parler du deal qu'a fait le président de la République avec le gouvernement des États-Unis. Est-ce que cela va nous donner des meilleurs résultats? Cela va nous aider à développer notre pays? Ou encore ce n'est que du bradage, comme disent les opposants? Bon. Un sujet à débattre. Pour cela, ce matin, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis accompagné, bien sûr, par un analyste politique avec qui on va vraiment parler, on va vraiment amorceler ce sujet, on va vraiment détailler et savoir l'origine de la guerre dans l'est de notre pays. Il se nomme bien Monsieur Gary Mutombo, analyste, à qui je dis bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bien. Je crois que la guerre vous dit aussi quelque chose. Quand on parle de la guerre, ça vous dit aussi quelque chose? Oui, la guerre me dit aussi quelque chose parce que je l'ai vécu personnellement. Oui. Avec la première guerre d'agression, ça m'a trouvé, j'étais encore à l'Est. Et je me souviens à l'époque, j'étais encore... je finissais presque les humanités, tout petit là. Oui. Et donc, je finissais l'école primaire. Oui. Et ça m'a trouvé là, et je connais comment j'avais perdu les amis, comment j'avais perdu des voisins. Et vraiment, j'ai des séquelles. L'histoire a raconté aussi par rapport à la guerre. À la guerre. Oui. En tout cas. Bon. Puisque vous aviez vécu dans la guerre, vous avez vécu la guerre, et vous avez perdu même quelques proches. Alors, dites-nous aujourd'hui, la guerre dans l'est de notre pays, qui est-ce qui l'a commencé vraiment? Ou encore, qui est-ce qui l'a créé? Parce que rien ne peut débuter seul. Même le ciel a été créé, tout a été créé. La guerre là, qui l'a commencé? Oui, je dirais d'entrée de jeu que la guerre n'a pas commencé au Congo. C'est-à-dire, c'est une guerre créée par les Occidentaux et par les pays voisins. D'où l'appellation d'une guerre d'agression. Oui. Puisque si nous voyons quelques figures de Congolais qui peuvent faire partie de cette rébellion-là, lorsque nous regardons dans la Genèse, ce ne sont pas les géniteurs de cette rébellion-là. Or, quand on parle d'un mouvement qui est créé par une personne, c'est-à-dire la personne crée le mouvement, il a les financements avec lui, il fait tout avec lui. Il a tous les moyens possibles. Oui. Nous voyons un peu l'exemple avec l'Angola, avec UNITA, qui avait comme leader Savimbi et tout ce qui était avec lui. Et dès que Savimbi a été neutralisé, la guerre avait pris fin en Angola. Mais si vous voyez chez nous au Congo, pourquoi la guerre change de leader, mais toujours le même motif. Si nous voyons actuellement la guerre que nous avons avec le M23, si vous faites l'analyse des motifs de la guerre du M23 et vous comparez avec la guerre de 96, vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes motifs. Il y a toujours les mêmes motifs, mais les individus qui réclament ont changé. Ce ne sont plus les mêmes individus. Et ça, c'est de 1. Et vous verrez toujours le Rwanda, l'Ouganda, avec les mêmes motifs. Donc, leurs motifs, les motifs du Rwanda et de l'Ouganda n'ont pas changé. Les motifs de la guerre n'ont pas changé, même avec la présence des Nanga. Donc, aujourd'hui, nous parlons des Nanga. Mais si nous rentrons en 96, on ne parlait pas des Nanga. Mais toujours avec le même fait, on est en train de tuer les Congolais. On est en train de tuer les Tutsis congolais. On ne les reconnaît pas comme Congolais. Il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Mais les individus ont changé. Ce sont les individus qui ont changé, mais les motifs sont restés identiques. Voilà. Oui. Donc, là, c'est qui vraiment... Donc, on veut savoir, c'est lui vraiment qui a jeté la première pierre. Oui, en parlant de cela,
on est en train de réfléchir pour que nos téléspectateurs, donc ceux qui nous suivent, aient l'idée de qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alors, quand nous voyons un peu ce qui est en train de se passer là, nous voyons d'abord, premièrement, il y a, si nous pouvons aller dans l'historique, il y a les États-Unis qui étaient comme le financier, puisqu'il fallait des moyens. Pour faire la guerre, il faut des moyens. Il faut la logistique. Et la logistique n'est pas moindre. Alors, pour faire la guerre, il faut la logistique qui n'est pas moindre. Il faut le capital humain qui n'est pas aussi moindre. Il faut faire le recrutement, il faut les payer, il faut faire ceci, il faut cela. Alors, et quand nous regardons le Rwanda et l'Ouganda, ces deux pays-là n'étaient pas à mesure de le faire. Et voire même du point de vue de la grandeur du Congo. Oui, ce sont des petits pays. Ce sont des petits pays qui ne peuvent pas le faire. Voir que jusqu'à aujourd'hui, ils tiennent la tête, c'est étonnant. Oui, parce que j'ai été là. Si vous prenez un pays comme le Rwanda, vous le traversez de l'Est à l'Ouest en un seul jour avec le véhicule. Donc, en un seul jour avec un véhicule, vous pouvez circuler tout le Rwanda. Mais ici, chez nous, si nous prenons le cas de la ville de Kinshasa, c'est pratiquement presque impossible de les faire. Alors, maintenant, quel est l'intérêt du Rwanda dans cette guerre-là? Puisqu'il y avait les Américains, particulièrement les démocrates, qui en avaient marre avec Mobutu. Puisque Mobutu était soutenu par le républicain. Et maintenant, comme c'est un démocrate qui est venu au pouvoir, à l'époque, c'était le président Bill Clinton, et qui disait qu'il voulait mettre fin au règne des dictateurs qui sont en Afrique centrale. Et quand on parlait des dictateurs à l'époque, on voyait Mobutu qui avait plus de 30 ans, qui avait plus de 30 ans de règne. Et maintenant, le président américain qui voulait mettre fin à son règne. Et c'était un alibi. Et comment devait-il procéder? On ne fait pas la guerre sans qu'on passe par le pays voisin. Et c'est ainsi qu'il a utilisé le Rwanda. Et en utilisant le Rwanda, il y a aussi des antécédents, des choses dont le président rwandais voulait. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous le constatez aujourd'hui, les motifs de la guerre sont restés identiques. On se souvient malgré à l'époque, que les chauffeurs soient avant la guerre, le président rwandais qui réclamait des terres au Congo. Et si vous suivez aujourd'hui, il continue à les réclamer. La terre. La terre. Il disait qu'on devrait retourner à la conférence de Berlin pour faire le partage. En Berlin 2. Oui, c'est ce que lui réclamait. À l'époque, il a réclamé ça. Aujourd'hui, il les réclame. Et maintenant, avec le temps, lorsqu'ils ont pu chasser Mobutu, Mobutu est parti, Kabila, le père est parti, le fils est venu, Kabila, le père est venu, il y a eu la rébellion. Alors moi, j'étais là pendant qu'il y avait la rébellion aussi du IRCD. Ce que nous avons pu constater, il y avait là, je peux appeler ça pillage de nos ressources. Donc, on se servait comme on voulait. Et maintenant, le Rwanda avait déjà les goûts. C'est ainsi qu'ils ont allé faire des contrats avec des pays, avec des sociétés, des multinationales, avec qui ils faisaient les commerces de nos minéraux. Et maintenant, ça leur a permis aussi d'avoir une bouffée d'oxygène. C'est ainsi que la guerre est devenue bonne. C'est pour cela que vous voyez que la guerre continue à persister à l'Est à cause de nos minéraux. Et puis, le Rwanda a une mainmise dans notre pays. Donc, au travers de la guerre. Oui, donc cette guerre-là est dorénavant le souci, ou encore fut le souci des États-Unis d'Amérique. Pour déstabiliser ou encore chasser du pouvoir le maréchal Mobutu. Et il a utilisé les pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda. Et maintenant ici au Congo, là, il y avait qui? Qui est-ce qui était comme chef de la rébellion ici au Congo? Donc on ne peut pas prendre tout simplement un voisin qui ne connaît pas l'état de la maison ou quoi que ce soit pour aller piller, aller faire du désordre chez son voisin sans qu'il y ait quelqu'un là, là où il va faire du désordre là pour le guider et être comme chef. C'était qui? Vous avez pleinement raison dans votre question. Ça peut être une agression, mais pour être bien réussi, il faut avoir les fils
qui sont connus du pays, dont les gens connaissent bien leur visage. Vraiment. Tel que vous venez de le dire là. À l'époque, chez nous, il y avait d'abord la première personne que nous avions vue quand nous étions là-bas, c'était Kissa Sengandu, qui était quelqu'un qui était bien connu et qui avait une rébellion. À l'époque, on les appelait les Kassindiens, parce qu'ils étaient à Kassindi, donc dans la province du Nord Kivu, et dans la partie de Loicha. Kissa Sengandu, congolais ou rwandais? Oui, il est congolais. Il est d'origine Tété là. Voilà. Alors, maintenant, c'est dans cet endroit-là qu'il y a maintenant le problème avec les ADF, là où on est en train de se battre. C'est là qu'a été la rébellion de Kissa Sengandu, à l'époque. Et il y a aussi Kabila. Kabila le père. Désiré Kabila. Ouais, Kabila Mouzé. ou Kabila le père, qu'on Voilà. appelait affectueusement Mouzé. Ouais. Et lui aussi qui était une figure de la rébellion bien connue, puisque c'était un Lumumbiste. C'était le personne qui était à côté de Lumumba. Et après, Kabila le père. Kabila le père. Après la mort de Lumumba, ils avaient fait une rébellion à l'époque qui avait été défaite par le pouvoir du maréchal. En l'occurrence, le général Mayele, qui les avait défaits avec leur rébellion. Et maintenant, en venant, on doit avoir les fils du pays pour masquer que ce n'est pas la rébellion. Voilà. Puisque je me souviens même, la rébellion a commencé au Sud Kivu. Et quand ils sont venus au Sud Kivu, il y a eu à 2 reprises, il y a eu la résistance des chefs coutumiers. Parce qu'on croyait à une agression. Et la première fois, quand ils se sont retrouvés butés à la difficulté, à la première difficulté, à la deuxième difficulté, ils ont dit envoyer Kabila, qui était bien connu, parce qu'il vivait avec eux, pour leur expliquer que ce n'était pas une agression, mais c'était une rébellion dont lui dirigeait, et que cette rébellion-là devrait maintenant chasser Mobutu. C'est alors qu'il a été reçu par le chef coutumier. Et c'était le départ de la rébellion jusqu'à ce que nous avons vu encore la rébellion naître au Nord Kivu. Et là, nous étions dans les années 96. Et c'est en 97 que la rébellion est arrivée ici dans la ville-province de Kinshasa. Voilà, quoique la question que je veux poser n'est pas appropriée encore, est hors sujet. Pourquoi voulait-il se débarrasser du maréchal Mobutu? Donc c'était un patriote qui ne voulait pas de son pays, des minerais de son pays, qui ne voulait pas que les étrangers mettent leurs mains dans notre pays, ou bien? C'est que nous pouvons dire qu'il y avait plusieurs enjeux en présence. Donc nous étions en présence de plusieurs enjeux. Et dans cette présence-là de plusieurs enjeux, je peux prendre le cas de Kabila Mouzé, dont je dis qui était lumumbiste. Donc pour eux, le pouvoir était pour Lumumba. Et donc Kabila donc Joseph Désiré Mobutu a confisqué pour instaurer une rébellion pendant 32 ans, qui devrait partir et laisser le pouvoir. Ça, c'est du côté de Kabila Mouzé. Si nous prenons du côté des Occidentaux, et pour eux, c'était, si nous voyons, c'était leur fils, et qui l'ont fait ce qu'il est devenu. Mais pour eux, maintenant, ils voulaient s'en en débarrasser. Ça, c'est du côté des Américains. Et lorsque nous prenons du côté du Rwanda et de l'Ouganda, nous prenons les 2 voisins. Si vous regardez dans l'histoire, Mobutu contrôlait toute cette partie-là de l'Afrique. C'est-à-dire, c'est lui qui mettait les présidents, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Burundi, de son gré. C'était selon son gré. Parce qu'il était le plus fort. Oui, parce qu'il était le plus fort et le plus grand. Parce que le Congo est plus grand. Et cela a suscité aussi de la colère. Oui. Et eux aussi qui voulaient prendre le pouvoir. Mais ils se sont rendus compte que tant qu'au Zaïre, ils n'ont pas leur main mise, et que les Zaïre, avec toute son armée, tout l'arsenal militaire qui était au Zaïre, même s'ils parvenaient à prendre le pouvoir, cela ne servirait à rien. C'est ainsi qu'ils voulaient avoir le contrôle sur le Congo. Et pour contrôler le Congo, il fallait placer une personne qu'eux manipuleraient. C'est ça en fait l'intérêt du Rwanda. La première intérêt du Rwanda et de l'Ouganda. Et la deuxième intérêt, il ne faut pas l'oublier, le Congo comporte
beaucoup de minéraux stratégiques oui. qu'ils ne se retrouvent pas dans leur pays. Dans les pays voisins là. Oui. Et je peux dire, c'est ça un peu leur stratégie. D'abord, leur sécurité et leur minéraux. Alors, si vous voyez aujourd'hui, le président Kagame évoque seulement les problèmes sécuritaires. Il n'évoque pas le problème minéral, puisque là, c'est un terme, mais qui enrichit beaucoup. Et nous avons pu comprendre ça au travers de contrats que nous avons pu voir qu'il est allé signer avec d'autres pays, les minéraux qu'il ne possédait pas dans son pays. Les minéraux de sang. Oui, qu'on appelle les minéraux de sang. Puisque cela est pris comment? Au sang des Congolais. Au sang des Congolais. Dans le vie des Congolais. C'est ce que nous pouvons un peu dire. Donc voilà. Les intérêts de chacun de ce groupe. Voilà. Voilà. Alors, le Marshal est parti, il est chassé, il est renvoyé. Donc, la rébellion, encore Mouzé, Laurent Désiré Kabila, a conquis le pouvoir. Et avant la conquête du pouvoir, c'était là les morts qu'on comptait. Oui. Lorsque nous parlons de guerre, on parle de morts. Oui, des blessés. On parle de destruction. C'est-à-dire, il y a des morts, il y a des blessés, donc des morts civiles, ainsi que des morts militaires. Il y a des pertes. C'est-à-dire, la guerre, quand nous parlons de la guerre, nous pouvons appeler ça une destruction. Jusque-là, quand Mobutu est parti, il n'y avait pas de guerre dans l'est de notre pays. Comment je peux dire? Comment je peux signifier? Je peux dire que avant la guerre d'agression de 1996, il y avait d'abord des tensions de foyer, il y avait comme des guerres ethniques. Et ces guerres principalement étaient dues aux terres. C'est-à-dire il y avait des personnes qui se disputaient les terres. Si je peux entrer en profondeur, il y a les territoires de Massissi, où il y avait des foyers de tensions, où on disait que premièrement, le territoire de Massissi est habité par les populations qu'on appelle les Houndé, une ethnie Houndé de notre pays. Et cette ethnie-là, je peux dire que ce sont des éleveurs, en majorité des éleveurs et des cultivateurs. Et c'est une terre-là vraiment riche, une terre bénie. Alors, il y avait d'abord des tensions là-bas. Il y avait certaines populations dont on qualifiait d'avoir migré, mais qui n'étaient pas des originaires. Et après ces tensions-là, c'est ainsi que la guerre avait commencé après. Voilà. La guerre maintenant de 96. Que lui-même, Mouzé Kabila, a fabriqué ou encore a causé. Nous pouvons dire qu'il a causé. Nous pouvons aussi dire qu'il n'était pas aussi le commanditaire. Donc, il y avait les personnes qui conduisaient et qui l'ont appelé. C'est pour cela que nous l'appelons la guerre d'agression. Alors, il est au pouvoir. Oui. Il est au pouvoir et la guerre commence. Il y a maintenant des tueries, il y a des déplacés, il y a des blessés, il y a des destructions, des pillages, des viols, des vols et tout. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui a causé que les pays voisins commencent maintenant à faire la guerre dans ce pays-là, dans l'Est, à tuer, à piller, à faire tout juste après sa prise de pouvoir? Je peux dire que je vous ai dit tantôt que la guerre m'a trouvé là. J'ai vu la guerre. Et en entrant, il y avait un motif qui était avancé encore à cette époque-là. Parce qu'à l'époque, il y avait les camps de réfugiés Hutus rwandais qui avaient quitté le Rwanda. Et si je peux citer les camps, il y avait les camps de Mugunga, à 15 km de la ville de Goma. Il y avait les camps de Katale, là où étaient hébergés les réfugiés Hutus qui avaient fui la guerre au Rwanda. Et maintenant, quand la guerre d'agression est venue, je me souviens, tous ces camps militaires-là ont été attaqués. Ils ont été attaqués. Et il y a eu la guerre. Et maintenant, les réfugiés qui étaient là ont dû se disperser. Quand vous parlez toujours de morts, il y a eu maintenant, avant la prise de Kisangani, c'est parce que il y a eu la guerre de Tingi-Tingi. C'est ça qui fait le plus mal. Et là, mal. à Tingi-Tingi, il y avait plusieurs massacres. Et les Nations Unies ont dû même déléguer
comment je peux dire, ils ont dû faire la commission d'enquête pour enquêter sur les crimes qui s'étaient passés à Tingi-Tingi, donc dans la province orientale qu'on appelle communément aujourd'hui la Chopo. Bon, c'est resté sans suite. Donc les rapports sont sortis, mais c'est resté lettre morte. Donc Mouzé, lui, juste après qu'il a pris le pouvoir ici au Congo, il y avait des accords, je vois qu'il y avait des accords entre lui, les États-Unis pour la prise de pouvoir. Et après qu'il a pris le pouvoir, il a tout rejeté. C'est peut-être ça la couleur des... Oui, il y avait aussi des accords entre lui et les personnes qui l'ont conduit. Parce que comme vous avez dit, à la genèse, je vous ai dit, lui a été pris, puisqu'il y avait des personnes qui avaient un plan pour une agression. Lui il a été pris pour être introduit. Et quand on l'a introduit, cela ne s'est pas fait seulement de manière gratuite. Il y a eu accord. Et maintenant, lui aussi, c'était quelqu'un qui était malin. Donc, il savait faire plusieurs facettes à la fois. C'est-à-dire, il se rend compte qu'il n'est pas en position de force. Alors, il fait semblant d'accepter, mais il n'a pas accepté. Parmi ces accords-là, qu'est-ce que ça signifiait Oui, il y a l'accord dont on souligne souvent, c'est l'accord de l'Emera. L'Emera qui est une cité congolaise du côté sud Kivu. Et maintenant, avec cet accord de l'Emera, aujourd'hui, nous n'avons rien comme document, puisque les personnes qui détenaient cet accord-là sur papier ont disparu mystérieusement dans un accident d'avion. Donc, je ne peux pas en dire plus. Donc, parce que rien n'a été révélé sur cet accident-là. Comment ça a eu lieu, comment, rien n'a été révélé. Donc, nous pouvons dire que c'était une disparition mystérieuse. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous rappelons que vous suivez les analyses d'un analyste politique là. On parle vraiment de la guerre dans l'est de notre pays. Et lui, c'est l'analyste politique Gary Mutombo qui est en train de vous donner quand même de la clarté de l'histoire de la guerre. Alors, je reviens à vous, monsieur Gary. Je veux qu'on quitte maintenant l'histoire. Alors, avant de quitter l'histoire, dites-nous d'où vient le M23. Le M23, est-ce une création de Mouzé Kabila ou bien de Joseph Kabila, ou bien c'est une création des États-Unis et les pays voisins? Oui, lorsque nous parlons de la genèse d'IM23, oui. Et aujourd'hui d'ailleurs on a ajouté AFC, on sait que c'est créé récemment. Oui, qui a fait alliance avec le M23. C'est un peu compliqué de les expliquer. C'est l'origine d'IM23, c'est un peu complexe. Parce que si nous voyons, vous avez entendu, je vous ai dit tantôt qu'il y a des figures qui changent, mais les motifs restent les mêmes. Mais maintenant, je peux dire, tout en partant toujours de ces éléments-là, dire que si nous parlons de genèse, de la genèse du M23, nous partons à 2003. Il y a eu réunification. Donc, lorsque Kabila le fils a pris le pouvoir, il y a eu réunification du pays. Il y a eu 4 vice-présidents. Et on a commencé. Et maintenant, le M23 est né. Là, c'est ici au Congo, là. Ici au Congo. Il y a maintenant un général dont on appelait Laurent Kunda. Maintenant, qui devrait intégrer l'armée? Premièrement, il a été appelé ici. Il a refusé de se présenter ici. Laurent Kunda. Oui. Et après, il a été déchu. Il a été déchu comme général puisqu'il a refusé d'obtempérer. Le général congolais. Oui. Qui était aussi des souches Tutsi. Qui a refusé d'obtempérer à l'ordre qui a été donné par Kinshasa. Donc, il devenait un mitin. Donc, il devenait... c'était devenu un mouvement insurrectionnel. Puisque l'armée est apolitique et un militaire obéit à l'ordre du politique. Ce que lui avait refusé de faire à l'époque. Et quelques temps après, il y a eu un autre colonel qui était à Bukavu, qui s'appelait Jules Mutebussi, qui avait refusé d'obtempérer aux ordres de son supérieur, qui était le général Nabiola. Et maintenant, il y a eu éclatement, il y a eu ceci, cela. Nabiola, le général encore de Kinshasa. Oui. Et maintenant, Nabiola qui a été rappelé ici, et on a envoyé
le général Moussa Mabé à la place. Et maintenant, arrivé là-bas, quelques temps après, Laurent Kunda qui quitte le Nord Kivu et qui va créer des rébellions à l'Est, dans une autre province. Et quelques temps après, on a dit envoyer Moussa Mabé qui avait rétabli l'ordre. Et quelques mois après, c'est là que nous avons entendu la création d'un mouvement qu'on appelait à cette époque le CNDP. Le CNDP. Oui, la Convention pour la défense du peuple. Vraiment. Alors, il disait que c'était un mouvement qui était créé pour protéger les intérêts, donc la sécurité des populations tutsis qui étaient tuées à l'époque. Et maintenant, cette rébellion-là s'est placée au Nord Kivu. C'est là que les foyers ont commencé. Et quelques temps après, on a commencé à voir des gens intégrés, qui adhéraient dans ces mouvements-là. Et ça a pu grandir. Et on est arrivé à un moment, on devrait signer l'accord avec le gouvernement congolais. Et quand ils ont signé l'accord, le CNDP a quitté d'un mouvement politico-militaire à un mouvement politique. Et quand le CNDP est devenu un mouvement politique, c'est ainsi qu'ils ont intégré à l'époque la majorité qui était dirigée par le président Kabila. C'est-à-dire, comme parti politique, ils ont fait partie intégrante des plateformes. Alors, c'est là que je vis certains noms dans les couloirs militaires et dans les couloirs politiques, qui sont encore aujourd'hui dans les M23. Si je peux citer les noms, il y a Bertrand Bissimo, qui avait commencé avec eux et qui est toujours avec eux. Là, jusque-là, à cette époque, on ne faisait que parler du CNDP. Le CNDP a disparu, je pense en 2007 ou 2009, pour maintenant devenir un mouvement politique, qui n'était plus militaire. Et maintenant, le M23 a été créé puisqu'il réclamait que le gouvernement congolais n'avait pas appliqué l'accord avec le CNDP. C'est ainsi qu'ils ont muté en M23. C'est-à-dire, le M23 est créé par le refus du gouvernement de ne pas appliquer les accords signés avec le CNDP. Et c'est maintenant qu'ils ont créé un mouvement du 23 mars. Parce qu'ils disent que la signature avait eu lieu le 23 mars. C'était qui la tête du mouvement là? À l'époque, sur le plan militaire, on citait les noms comme Laurent Kunda qui était déchu et Bosco Taganda qui avait pris sa place. Il y avait Sultani Makenga, il y avait tous ceux qui... la plupart d'entre eux sont là. Les Vianney Kazarama et les Willingoma et consorts. Ils étaient toujours là. Et sur le plan politique, il y avait l'ancien pasteur qui était là. Donc, comment on l'appelle encore? Il y avait un pasteur qui était là. Il y avait Bertrand Bissimo, il y avait Séraphin Mirindi et les autres qui font toujours partie de ces mouvements jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes arrivés maintenant, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Et ils sont en train de voir comment leur mouvement crée des morts, des pillages. Le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il y a eu d'abord ce qu'on nous avait dit, l'accord dont ils sont venus ici, sans que nous le sachions. Ils ont fait une année et pour leur reddition, c'est-à-dire la reddition de la rébellion, c'est-à-dire ils devraient donner ce qu'ils avaient pour la rébellion et puis la rébellion devait prendre fin. Bon, finalement, ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Ils n'ont pas trouvé solution. C'est ainsi que le mouvement a repris en 2022 et c'est que nous avons maintenant aujourd'hui, qu'ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu et jusqu'à s'installer pendant 4 mois. Et nous voyons un peu comment les populations sont en train de vivre là-bas. Vraiment. On court derrière le temps. Fidèles téléspectateurs, il y a beaucoup à dire, mais je vous demande de nous excuser parce que là, il faut qu'on saute quelques questions aussi importantes pour aller vers la fin, pour aussi gagner le temps. Alors, aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, M. Gary, il y a un accord qui est signé avec le gouvernement de Washington. Cet accord-là consiste à faire quoi? Donc, quelle est votre analyse concernant cet accord? Oui, l'accord est signé. Comment nous sommes partis? Il y a eu élection aux États-Unis.
le président Donald Trump a pris le pouvoir. Oui. Et maintenant, les jours de leur remise et reprise, avec son successeur, son prédécesseur Joe Biden, le président américain a dit signer un décret. Et le décret dont il avait pris une série d'ordonnances. Oui. Et parmi les ordonnances en question, il a dit ceci, que les États-Unis devraient faire des partenariats avec les pays qui détiennent les minéraux pour qu'ils aillent acheter les minéraux au profit du développement des États-Unis. Parce qu'ils en ont besoin pour les industries militaires, ils en ont besoin pour les nouvelles technologies. Et c'est ainsi que le président Tshisekedi a saisi cette opportunité-là pour les appeler et dire que non, le minerai stratégique dont vous avez besoin se retrouve dans mon pays. Ils sont là. Mais dans mon pays, j'ai un problème. Il y a la guerre. Et est-ce vous, en tant que première puissance militaire Mondial, oui. et économique, pouvez-vous nous aider à finir la guerre et que vous puissiez exploiter les minéraux afin que nos deux populations puissent se retrouver, et la population des États-Unis et les Congo, et les industries des États-Unis et l'économie congolaise. Voilà. Et c'est alors qu'ils sont en train de travailler. Et jusque-là, nous pouvons dire que nous sommes en train de spéculer, mais nous n'avons pas encore un document réel. Oui. Une signature, c'est que je peux dire un protocole qui soit signé et qui nous permette d'accéder à ces documents et de les lire. Mais sinon que ça s'est fait. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Oui. Est-ce que cela veut dire que les États-Unis, soyez un peu concis, est-ce que les États-Unis, avant d'en arriver là, les États-Unis ne prenaient pas des minéraux là-bas par le canal du Rwanda? Les États-Unis, les Européens et tout le monde là. Oui, pour répondre à votre question, je vais revenir sur ce que Paul Kagame a dit au mois de décembre de l'année passée, avant leurs élections. Il a dit, si vous dites que les Rwandais volent les minéraux au Congo, les Rwandais volent 10, les États-Unis volent 100. Les Rwandais volent 100, les États-Unis volent 1000. C'est-à-dire, il y a eu un donc deal. Les pourcentages sont partagés. Oui, il y a eu le deal entre les États-Unis et les Rwandais. Et c'est ainsi que le président veut qu'ils puissent passer par la grande porte, au lieu pas passer par la fenêtre. Oui, c'est ce que nous pouvons répondre. En tout cas. Oui. Donc, est-ce que avec de tels accords, le président a copié ça où? Y a-t-il d'autres pays qui ont déjà fait de tels accords avec les États-Unis qui se sont développés, ou bien ça commence avec nous, la RDC? Les États-Unis, c'est là que nous attendons voir la capacité de notre pays dans la diplomatie. Nous avons une situation à l'est du pays qui est grave. J'ai des amis, j'ai des frères, j'ai vraiment beaucoup tout le monde là-bas. Donc, ils vivent, je ne sais pas comment expliquer. Et si vous êtes surtout à l'est, vous voyez qu'il y a beaucoup de COPEC, c'est-à-dire des coopératives d'épargne et de crédit. Donc la population là-bas vit avec ça. Mais maintenant, les personnes se retrouvent avec l'argent bloqué dans les banques et dans les COPEC pendant 4 mois. Ils ne peuvent pas accéder à cet argent-là. Comment la population vit-elle? Ça, c'est premièrement. Donc, nous voyons aussi les données Nanga, puisqu'il y a fusion des deux rébellions. Donc, Nanga, qui a ses motifs de guerre, et les M23 aussi qui en ont l'air. Mais non, il faudrait mettre fin à la guerre. Comment faut-il procéder? Les États-Unis viennent négocier avec le Rwanda, parce que dans cette guerre-là, le Rwanda a aussi ses motifs, dont j'ai parlé la fois passée, dont j'ai parlé tantôt. Oui. Il a dit, le Rwanda parle de leur sécurité. C'est-à-dire, ils parlent de leur frontière. Menacée, oui. Ils disent que la sécurité est menacée. Il y a les FDLR qui menacent de renverser le régime en place. Maintenant, il faudra prendre cette histoire-là et mettre fin à la guerre. Alors, la situation est restée comme dans l'impasse. Si vous-même vous regardez sur le terrain militaire, sur le plan militaire, je ne peux pas dire que la guerre n'a plus la même intensité qu'elle en avait au début de l'année. C'est-à-dire où on assistait la rébellion en train d'avancer et prendre des villes.
Donc la guerre n'a plus cette intensité-là. Mais tout en restant dans cet état-là, la situation économique, premièrement, la situation sécuritaire dans la ville de Goma, dans la ville de Bukavu, la situation sécuritaire est alarmante. Là, il y a tuerie chaque jour. Vraiment. Immédiatement, les téléspectateurs, le peuple congolais veulent savoir si ici en Afrique ou encore partout dans le monde, il y a au moins un pays qui a signé un tel accord avec les États-Unis qui les a amenés à un bon résultat à la fin. Oui, les exemples sont légion. Les exemples sont légion dans le monde. Nous avons l'exemple du Koweït, qui n'avait pas une armée forte. Et maintenant, il y avait les dictateurs irakiens, Saddam Hussein, qui voulait s'attaquer au Koweït. Malgré toutes les résolutions qui étaient prises aux Nations Unies, Saddam Hussein ne voulait rien entendre. C'est ainsi que les Nations Unies, au travers des États-Unis, ont dû attaquer l'Irak à cause du Koweït. Et Koweït qui a été protégé par les États-Unis. Aujourd'hui, nous voyons les Koweït prospérer. Là, nous pensons que oui, tout dépendra de la manière dont notre gouvernement actuel va négocier avec les États-Unis. Quels sont les intérêts qui seront mis en présence? Parce que là, nous voyons les intérêts mis en présence. Parce que, comme vous le dites là, les pays n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que les intérêts. Voilà. Et nous allons voir comment ils vont mettre les intérêts en place. Parce qu'on nous a parlé du mois de juin qui commence ici et qu'il y aura signature. Voilà, allez-y. D'un accord de paix, il y aura ceci, il y aura ceci. Allez-y un peu vite. Vous avez cité le Koweït. Oui. Quel pays encore? Y en a-t-il au moins 2 ou 3? Oui, nous avons aussi l'exemple de Taïwan. Taïwan. Qui est protégé par les États-Unis et qui affronte la Chine. Et aussi, quel autre pays? Le Qatar. Le Qatar aussi. Voilà. Nous avons aussi l'exemple d'un autre pays, la Corée du Sud. Vraiment. Qui est protégé par les États-Unis. Ok. Oui, face à son voisin de la Corée du Nord. Voilà. Avant que vous ne concluiez votre analyse, je vais vous demander de nous dire quel lien y a-t-il entre l'AFC et le M23. Oui, l'AFC... Parce qu'aujourd'hui, Nanga hier était le président de la CENI ici au Congo. Il avait très bien confirmé la réussite ou encore la victoire de Félix Tshisekedi comme étant président. Et aujourd'hui, il le refuse. Il est en train de tuer pour venir ici à Kinshasa et renverser le même qu'il avait lui-même proclamé président hier. Oui, j'ai suivi aussi Nanga. Quel était le motif de sa rébellion? Oui. Il y a Nanga qui était le chef de la CENI et qui avait proclamé Félix Tshisekedi comme président. Et qui est parti. Et il a même fait des interviews sur TV5, sur France 24. Oui. Et je lui ai suivi. Il y a quelque chose que Nanga est en train de dire, mais la chose est floue. Floue comment? Il dit ceci, Félix n'a pas gagné les élections. On lui pose la question, c'est Fayoul. Il dit non. Et pourtant, nous sommes tous Congolais. Nous savons que dans ces élections-là de 2018, il y avait des challengers qui se discutaient. Et entre les deux, l'un d'eux devait être président. Mais maintenant, il nous met dans un flou. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Nanga réclame, il réclamait ces carrés miniers qui ont été ravis et donnés à un autre. Alors, après avoir fait des recherches, nous nous rendons compte que les carrés miniers dont réclame Nanga ont été donnés à une société de Qatar, comme vous le citez, Primera Gold. Oui. C'est là que ça crée aussi des problèmes. Alors, nous voyons un peu l'AFC d'un côté et nous voyons le M23. L'AFC qui a ses revendications et le M23 qui en a le leur. Alors, nous ne savons pas... Ils ont presque les mêmes revendications, c'est pourquoi ils se sont réunis ou bien? Non. Ce sont des revendications, je peux dire, diamétralement opposées. Alors, maintenant, les combles dans ces choses-là, on nous dit que les M23 et notre gouvernement, ils font des négociations au Qatar. Mais les négociations qui sont faites au Qatar, c'est comme si les négociations étaient faites à vase clos. Donc, voilà. Nous ne connaissons pas
les contenus, voilà. Ils discutent sur quoi, et c'est ce qui nous rend les analyses un peu compliquées, parce que ni la partie gouvernementale, ni la partie de la rébellion ne veut pas faire sortir ce qui s'est fait au Qatar. Voilà. Et aussi, même le même pays, le Qatar, ne veulent pas faire sortir ce qui est dedans. Grand merci. Alors, concluez en un seul paragraphe ce que ceux qui nous suivent doivent retenir. Oui. Parce qu'il y a même le président de la République d'hier, aujourd'hui rebelle. Oui. Il y a aussi les problèmes du président de la République. C'est que nous disons que le Congo est un pays dont on doit fonder. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses de l'État qui doivent être mises en place. Là, fixer la caméra et parler surtout aux autorités. Surtout, ce sont eux qui nous amènent dans la boue, dans un trou, dans un ravin, dans le feu, dans la souffrance et tout. À eux d'abord le message. Oui, le message s'adresse à eux, puisque le Congo est un grand pays qui doit être gouverné. Et gouverner un pays, ça passe par la sécurité. C'est-à-dire, aujourd'hui, ici à Kinshasa, nous voyons comment les cambistes n'ont plus la paix. Nous voyons aussi du côté, si nous partons du côté des Kwilu et consorts, nous voyons avec les Mobondo. Nous voyons, si nous partons encore de l'autre côté, nous voyons ceci. C'est-à-dire qu'on doit réformer et le système de sécurité et l'armée, parce qu'on ne comprend pas en plein jour comment des personnes peuvent surgir comme ça, tirer autant de coups de balle sans qu'il y ait réaction. Et cela n'est pas une fois, à plusieurs reprises. C'est-à-dire, les systèmes de sécurité doivent être refondés encore. L'armée doit être refondée encore. Et nous voyons aussi dans le système économique. Aujourd'hui, le président appelle les investisseurs. Mais nous ne savons pas si vous introduisez vos documents pour ouvrir une société au Congo, vous avez la réponse après combien de mois? On ne sait pas. Et quelle est l'assiette fiscale dont vous devez faire face? Cela n'est pas connu. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs réformes à faire. Donc, dans les domaines sécuritaires, dans les domaines économiques, et pour que nous parvenions, même dans l'armée, pour que nous parvenions à des solutions durables. Voilà, et au peuple, surtout au peuple gomatracien. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de l'infiltration, jamais un sorcier ne peut entrer dans une famille pour ensorceler les gens sans qu'il ait passé par son coéquipier, son ami ou encore quelqu'un qui est là-bas avec qui ils sont dans le même monde. Le peuple là, surtout le peuple gomatracien, ce sont eux qui ont autorisé, qui ont accepté et laissé ces gens-là entrer. Aujourd'hui, ils les font souffrir. Merci beaucoup, merci fidèles téléspectateurs de Mbondaya Ekolo. Voilà, comme je vous l'ai dit, Mbondaya Ekolo, c'est une chaîne, donc je dirais un compagnon de tous les jours. Mbondaya Ekolo, vraiment, on vous donne des informations de base, des informations bien détaillées, vraiment des informations qui viennent de la source. On s'arrête là, puisque on court derrière le temps. Il y a beaucoup à dire, mais restez toujours branchés pour la suite de nos programmes. Mais ce programme-là, ce débat-là, reviendra prochainement pour la suite. Voilà, restez toujours connectés pour la suite de ce débat. Mais n'oubliez pas, vous les autorités, c'est vous qui nous conduisez, c'est vous qui avez nos cœurs, nos âmes entre vos mains. Et aujourd'hui, quand nous parlons des morts dans l'est de notre pays, d'abord, vous avez votre part. Vous, les autorités, vous détournez des millions, l'argent qui est réservé aux militaires qui se battent au front chaque jour, qui meurent, vous détournez des millions, des milliards. Une seule personne détourne des millions. Donc, ça fait vraiment pleurer. Alors que là-bas, il y a des gens qui meurent tous les jours. Mais je me demande comment un Congolais peut accepter vendre son pays, laisser ses frères mourir à cause des intérêts personnels, alors que les pays voisins et d'autres puissances qui sont derrière cette guerre-là construisent chez eux. Mais vous ici, vous nous laissez mourir. Voilà. Donc nous, le peuple aussi, soyons vigilants. Suivant quand même la volonté du chef de l'État de pouvoir faire mieux qu'ici. La guerre, on croit que demain ou après-demain, elle prendra fin. On sait quand elle a débuté et on ne sait pas la fin.
Au revoir. Merci beaucoup.